Je voudrais remercier tous les intervenants que je présenterai dans un deuxième temps et laisser la parole à Agnès Fréchel, qui est adjointe au maire du 1-7 en charge des cultures et des mémoires avec un S. Avec deux S, à culture et à mémoire. Donc je suis très heureuse que Samia m'ait demandé d'ouvrir cette rencontre. Je suis ici en tant que moi-même, donc adjointe aux cultures et aux mémoires de la mairie du 1-7, mais aussi à la demande de Benoît Payan, maire de Marseille, qui tient à renouveler son attachement aux questions de la reconnaissance des armées coloniales, de la part des armées coloniales dans la libération de Marseille. C'est pour moi très important de revenir sur cet épisode, pas parce que c'est un épisode historique, mais parce qu'il nous concerne tous, parce qu'à un moment, à ce moment de l'histoire, on aurait pu faire autrement. On aurait pu faire autrement ensemble quand les soldats coloniaux sont venus se battre pour libérer la France métropolitaine, pour qu'ils ne demeurent pas des citoyens de seconde zone dans les pays colonisés. L'histoire aurait pu s'écrire autrement et aurait dû s'écrire autrement. Et c'est quelque chose que l'on doit dire et que l'on doit redire pour apaiser et faire qu'aujourd'hui, à Marseille, nous soyons tous des Marseillais au même titre les uns que les autres. Donc voilà ce que je tenais à dire et ce qui est à peu près le discours que nous voulons tenir officiellement et dans nos cœurs sur cette part importante que les armées coloniales ont prise pour libérer Marseille et la France, mais en particulier Marseille, Toulon et la région de l'occupant nazi. Merci beaucoup. Donc on va lancer le film, mais avant je voudrais vous présenter donc Monsieur Pédaros, qui est le directeur de l'ONAC-VG, donc l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir et je le remercie. Grégoire Georges Picot, qui est donc historien et membre du groupe Marat, qui prendra la parole également. Et enfin Kamel Mouelef, qui est bédéiste et qui nous arrive de Lyon, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure et je vous remercie de votre attention. Non, ben écoutez, un film très émouvant, surtout pour ceux qui ont connu Monsieur Zénaf, qui est un des messieurs qui témoigne, un des anciens combattants, qui a eu l'occasion d'être interrogé par plusieurs d'entre nous. Voilà, on est plusieurs à l'avoir rencontré. Comme je disais en introduction, ce 11 novembre, on commémore l'ensemble des morts pour la France. Et à l'heure où notre pays est touché par une montée sans précédent du racisme et de la xénophobie, à Ancrage, nous avons une pensée toute particulière pour les soldats et travailleurs venus des colonies françaises. Il nous semble important, ce jour, de rappeler leur courage et leurs sacrifices qui ont été déterminants dans la victoire de la France. Nous sommes nombreux à avoir un ancien combattant dans nos familles, et c'est parfois au hasard d'une médaille, d'une insigne qu'on découvre dans nos familles que certains de nos aïeux ont participé à ces différents conflits. Nous estimons aujourd'hui que leur engagement mérite une reconnaissance pleine et entière. Et durant les 4 années de conflit, la France a ainsi mobilisé près de 600 000 hommes originaires de ses colonies, de l'Afrique à l'Asie, en passant par le Pacifique. Malgré leurs sacrifices, les soldats et travailleurs coloniaux ont longtemps été sous-représentés dans la mémoire collective de notre pays et les commémorations officielles. Aujourd'hui, il est nécessaire de reconnaître ce rôle et de réparer cette injustice historique. Alors, je souhaitais vous montrer quelques éléments d'histoire qui nous permettent à Ancrage de lutter pour qu'il y ait une meilleure présence de ces anciens combattants dans la toponymie locale. Et je dois dire qu'on n'a pas beaucoup de mal à trouver des documents qui nous permettent de le proposer, puisque le ministère des Armées, le service historique de la Défense, a fait un travail de notice biographique à l'usage des maires de France, qui est assez intéressant, suffisamment remarquable pour qu'on puisse y revenir, qui permet de voir les pays de provenance. Là, je vous ai fait un tri de la liste des tirailleurs sénégalais morts pour la France à Marseille. Donc toutes ces personnes, et là c'est qu'un extrait, auraient
a priori de bonnes raisons d'être retenues par la commission des noms de rue. Et je voulais revenir aussi, même si d'autres intervenants le feront par la suite, sur les marches commémoratives qui se sont tenues en 2000 et 2002 à l'initiative d'un collectif qui s'appelait Discrimination Zéro et qui s'est mobilisé pour que les anciens combattants de l'armée d'Afrique apparaissent davantage dans les commémorations. Je dois dire qu'à notre grande surprise, à l'époque, ce sont les porte-drapeaux et les anciens combattants qui étaient présents et qui ont soutenu ces initiatives, peut-être plus que les élus locaux. Je n'ai pas résisté à l'envie de vous montrer ces photos qui sont issues du fonds de l'ECPAD, donc de la médiathèque de la Défense, qui permettent de voir très concrètement Marseille dans ce contexte de 1944, entre autres. Et avant de donner la parole à Kamel Mouelef, je voudrais revenir rapidement sur ce qui est évoqué aussi dans le film, l'invisibilisation du débarquement de Provence et le lien peut-être que nous pouvons faire avec particulièrement la participation des contingents de l'armée d'Afrique dans cette libération. On pourra y revenir avec les différents intervenants qui sont des experts et des historiens sur le sujet. Et précisément, notre table ronde associe historiens, institutions, acteurs associatifs et auteurs. Et en introduisant cette table ronde, on a souhaité donner la parole à Kamel Mouelef, qui est bédéiste, et qui nous permet d'évoquer un élément, on ne va pas rentrer par le champ de l'histoire tout de suite, mais peut-être du récit, et du récit sensible, puisque nous constatons que les programmes scolaires et que la transmission de ces mémoires est difficile et conflictuelle parfois. Revenir sur la place précisément des auteurs dans cette participation à la transmission autour de la libération et notamment des soldats coloniaux. Donc ma question, c'est que vous êtes auteur de 2 BD, dont nous avons une présentation juste ici. Résistant oublié et Turcos, le jasmin et la rose. Et je voudrais vous poser une première question, Kamel, concernant précisément le rôle des bédéistes et de l'approche artistique et narrative dans la transmission de cette histoire et de ces histoires. Oui. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Pourquoi ces BD ? Un jour, j'ai rêvé de mon arrière-grand-père qui me demandait de venir sur sa sépulture, de lui rendre hommage et de faire une prière pour qu'il puisse partir et quitter ce monde définitivement, en sachant que mon arrière-grand-père est mort le 20 juillet 1918. Donc après 4 années, je dirais, de guerre, il a fait Verdun, il a fait la Marne, et puis le chemin des dames, et puis il est mort le 20 juillet 1918. Ça m'a traumatisé parce que quand j'ai vu les photos de mon grand-père, c'était le personnage que j'avais rêvé, donc je me suis dit, c'est pas une coïncidence, il y a quelque chose à faire, et puis c'est vrai que, comme tout le monde, m'appelle Kamel, donc pendant la période de 82, Coupe du Monde, on était contents, on avait l'équipe d'Algérie qui a été qualifiée, et j'ai eu du mal à comprendre parce que quand c'était les Italiens, les Espagnols et les Portugais, les Français, ils étaient contents, ils disaient oui, c'est l'équipe de leurs grands-parents ou de leurs parents. Et puis nous, les Algériens, quand on était pour l'équipe d'Algérie, on disait non mais il faut savoir ce que vous voulez, hein. Vous êtes Français ou vous êtes Algérien. Et de là, je me suis dit, il faut quand même que réciter, ramener, dire ce qu'ont fait ces gens-là. Donc c'est première BD Turcos, où je reprends un peu la guerre de Crimée, l'Italie en 1860, le Mexique en 1862, les Prussiens, parce qu'on n'en parle jamais, mais il y a une salade de bataille de Wissembourg où 8000 Algériens sont engagés contre 90 000 Prussiens. Et je peux vous dire qu'à un moment donné, le général prussien dit à ses Algériens, premier régiment de tir algérien, je vous donne la reddition sans condition. Et les Algériens disent, notre devise à nous, c'est vaincre ou mourir. D'ailleurs, j'ai
le 7e régiment de tir algérien où appartenait mon arrière-grand-père, donc je suis fier de le porter. Et puis j'ai décidé de faire une BD pour relater un petit peu, pour dire voilà ce qu'ils ont fait. Puis la Première Guerre mondiale, la Deuxième, l'Indochine. Et puis après, je suis tombé sur un autre passage, c'était sur la résistance, parce qu'on ne parle pas du tout de ces Maghrébins qui étaient en résistance et africains. J'en ai quand même trouvé quelques-uns d'Africains. Mais notamment sur les Algériens, j'ai des portraits, là, malheureusement. Je ne savais pas si je pouvais en amener pour en vendre, mais on reprend les portraits de plusieurs Maghrébins qui ont participé, je dirais, à la résistance dès 1940. Ils n'ont pas attendu 44, 43, mais dès 1940, ils sont entrés dans la résistance. J'ai Mohamed Lagdartoumi, j'ai Mechri Cherif qui était préfet et sous-préfet. Sous-préfet avec Jean Moulin, personne ne le sait, ben ouais, on l'a découvert. Et préfet après, puis qui a sauvé 2994 juifs. Bien sûr, le CRIF m'est tombé dessus en me disant « Mais monsieur, vous avez les éléments ?» Oui, ben, on a les éléments, ils sont à Sciences Po. C'est des rabbins qui avaient confirmé le rôle de Cherif Mechri et des résistants. Et puis on a d'autres personnages qui étaient dans le Vercors. Excuse-moi juste, je t'interromps. C'est Cherif Mechri. Je prononce bien le nom parce que je pense que c'est suffisamment important pour qu'on l'entende bien. Cherif Mechri, tout à fait. J'ai rencontré sa fille Diane à Paris, qui est toujours vivante, et qui a tous les documents. Ils ont essayé de faire un documentaire avec Canal+, et puis récemment, Canal+ a décliné le documentaire, préfère passer toute une série sur Zemmour. Bon, je vous laisse faire la conclusion. On a d'autres personnages, Ahmed Benhabib, qui était médecin, hein, donc pour les Algériens à l'époque, en 1940, qui était dans le Vercors. Et j'ai retrouvé ces Maghrébins dans pratiquement tous les départements de France. On a la libération de Paris, on n'en parle pas, mais ils étaient avec Tanguy et avec le colonel Fabien. Ils étaient présents, on n'en parle pas, alors que c'est des Algériens résistants qui ont libéré la préfecture de police et quand même formé la préfecture de police. Alors ça, c'est des éléments que j'ai sur des vieux journaux. J'espère pouvoir retrouver les éléments pour pouvoir dire à la police, vous voyez, on n'est pas tous que des délinquants, on vous a formés quand même. Là, je mets un peu de... Donc il y a quand même une volonté dans ton travail de restaurer une image que tu estimes abîmée quoi, en France, qui est celle des Maghrébins en général et des Algériens peut-être en particulier. Oui, des Algériens, bon, puis aussi... je prends l'hôpital Bobigny, puis ça s'appelait pas l'hôpital Bobigny, à l'époque c'était l'hôpital musulman à Bobigny, ouais, à Vicenne. On ne voulait pas soigner les Algériens par rapport à des maladies tropicales, donc on leur a fait un hôpital pour qu'ils puissent se faire soigner. Cet hôpital, il a une histoire, je l'ai découverte, et cet hôpital, quand les Allemands sont rentrés à Paris en 1940, il y a eu des réquisitions d'hôpitaux. Le docteur Ali Kobdi, Abdelhamid Afa, enfin tous ces gens-là qui étaient là-bas, ils ont caché le matériel. Ça fait quand les Allemands ils sont venus, et ils ont découvert que cet hôpital-là, il n'y avait pas grand-chose pour pouvoir soigner, donc ils les ont laissés tranquilles. Et j'ai découvert donc que cet hôpital-là a sauvé, caché, soigné des blessés, des pilotes américains, anglais, canadiens. J'ai le témoignage du président Eisenhower qui remercie l'hôpital Bobigny et Ali Hovki, le médecin. J'ai des courriers des pilotes américains qui remercient Abdelatif Afa, qu'on a découvert qu'il était dans la résistance, et grâce au fait qu'il avait ce trait d'union avec la résistance parisienne, il ramenait des pilotes qui étaient blessés. J'ai découvert un certain général anglais, commandant des pilotes britanniques, qui les remercie, et ainsi de suite. Mais je trouve un peu dommage, parce que si on avait fait un peu l'histoire, on aurait peut-être pu éviter la guerre d'Algérie, qui a été douloureuse. Et puis, je veux dire, aujourd'hui, on nous parle d'assimilation, d'intégration. Je pense que si on avait fait juste l'histoire, on avait rendu hommage à ces gens-là, bon, on aurait peut-être pu éviter la guerre d'Algérie et tous ces morts. Et puis les gens ils seraient, je dirais, mêlés dans la population française. Merci beaucoup, Kamel. Ce qu'on voit dans le film, c'est que précisément
le déclenchement de la guerre d'Algérie et la bascule vers le mouvement de libération nationale, il est aussi lié à cette non-reconnaissance et à cette démobilisation brutale qu'ont vécu les soldats coloniaux. Je voudrais dire que ces résistants oubliés, c'est aussi une exposition, qui peut être diffusée dans les établissements scolaires. On reviendra sur les différents outils pédagogiques qui existent. Il y a énormément... On attendait la mairie de Marseille pour nous trouver une salle. On aurait bien fait pour les 80 ans la libération de Marseille. On aurait bien voulu le présenter. Alors, je ne parle pas spécialement que de maghrébins. Je mélange aussi. Il y a des Espagnols. Il y a des femmes. Italiens, il y a des femmes aussi. Je rends hommage aux femmes parce qu'on n'en parle pas. On rend hommage aux femmes et ainsi de suite. Moi, je trouve que c'est dommage. Même aujourd'hui, autant que j'ai eu des articles de presse sur la Première Guerre mondiale, l'histoire de mon grand-père, sur la Deuxième, autant que sur la résistance, il n'y a pas d'article, ça n'intéresse pas. J'ai beau essayer de contacter, on devait faire un film dessus, on a laissé tomber. Enfin, j'ai l'impression qu'on dérange, effectivement, d'expliquer qu'il y avait Jean Moulin, Jean Mohamed, Jean Mamadou, et ainsi de suite. J'ai l'impression que ça dérange. En tout cas, à Marseille, on a eu l'occasion d'avoir une belle exposition sur les résistants, grâce à Grégoire Georges Picot, donc, qui est historien et qui est membre du groupe Marat. Une exposition qui s'est tenue à la médiathèque de Salimatoubou dans le 15e, de septembre à octobre. Visage de la libération, c'est bien ça ? Le groupe Marat et Grégoire sont actifs sur notre territoire depuis de longues années. Le groupe Marat, un petit mot rapide parce que c'est important, c'est une association qui a été fondée par des anciens résistants et des historiens et qui se sont donnés pour but de rappeler la contribution des étrangers à l'histoire de France et à la libération. Le détachement Marat, pour histoire, était une organisation de résistance en Provence pendant la Deuxième Guerre mondiale et fut créé par des étrangers réfugiés en France et des immigrés militants au sein du mouvement de la main-d'œuvre immigrée. Des Français de naissance se joignent à eux et le groupe Marat est à l'origine de plusieurs publications, expositions, outils pédagogiques, donc on se croise depuis de nombreuses années sur le territoire. Alors je sais qu'en plus cette année vous avez eu l'occasion de recenser plusieurs noms de soldats qui étaient jusqu'alors anonymes, bien que morts pour la France. Alors ce qui m'intéressait, c'était qu'on revienne ensemble sur leur profil et puis aussi sur ces fameux temps de commémoration dans lesquels la présence des soldats coloniaux apparaît, puis disparaît et puis réapparaît. Donc l'enjeu, c'était de savoir comment vous analysez cette présence et cette apparition-disparition. Oui, je voudrais commencer en fait avec 3 exemples. Le thème donc, de notre table ronde, c'est la part des soldats oubliés. Et je vais prendre 3 exemples qui sont ici à Marseille, qui sont en 2024. Et c'est pour vous exposer une sorte de paradoxe. Les commémorations de la libération de Marseille ont été grandioses. Et la présence des soldats indigène, elle a été d'abord célébrée, honorée par le maire de Marseille, et elle était même visible dans la commémoration, puisqu'on voit ici, en fait, la fanfare du 1er régiment de tirailleurs, qui reprend, en fait, les uniformes d'apparat de l'armée d'Afrique, de l'infanterie de l'armée d'Afrique, puisque le 1er régiment de tirailleurs, et on voit ça d'après, effectivement, l'insigne, qui est le même que celui que M. Kamel Moualef porte sur sa poitrine, qui est l'insigne du 7e régiment de tirailleurs algériens qui joue un rôle clé dans la libération de Marseille. Et en même temps, on a l'impression que la part des soldats oubliés, tel que vous avez pu le dire là il y a quelques instants, il y a une part qui semblerait demeurer irréductible, un oubli. Je pense simplement à une exposition qui s'est tenue encore il y a l'avant-veille, là, dans le 13e, 14e. Est-ce qu'on peut voir juste l'affiche, s'il te plaît? Oui, bien sûr. N'oublions pas nous oublier. Le thème de notre table ronde, c'est la part des soldats oubliés.
Et puis, en fait, cet oubli, il va même jusqu'à toucher celui qui fut le général qui commandait ses troupes, le général de Montsabert. Et donc la suivante, s'il vous plaît, le général de Montsabert, un grand oublié, vous imaginez. Et donc, en fait, face à ça, il y a une sorte de paradoxe un peu curieux. Des historiens réputés, un philosophe parlait de cette obsession de la commémoration qui aujourd'hui règne en France. Et paradoxalement, ce leitmotiv de l'oubli revient régulièrement. Et je voudrais juste, pour le temps de l'échange qu'on va avoir, d'essayer de réfléchir sur cette étrangeté, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'à la fois, on est dans des commémorations à répétition, et je prendrai que juste l'exemple autour de nous, cette année, il n'y a pas un village autour de Marseille qui n'ait pas célébré la libération de Marseille, et du lieu, du village, que sais-je. Et en fait, cette dialectique de la mémoire et de l'oubli, en réalité, elle apparaît très très tôt. Et je voudrais vous citer juste un rapport qui date de fin septembre 1944, qui est rédigé par l'officier qui dirige le 4e régiment antérieur marocain et qui évoque en fait la libération de Briançon, où on va retrouver les mêmes éléments qui participent à la libération, c'est-à-dire à la fois les résistants, l'armée d'Afrique, représentée par les tabors marocains et des tirailleurs algériens, et les Américains. Ah bah oui. Pour rappel, je fais très très vite, la libération de Briançon s'est faite en 2 temps. Ce sont d'abord les Américains guidés par les FFI qui vont libérer la ville, mais pour les Américains, la question essentielle, c'est d'essayer de bloquer la remontée des troupes allemandes qui remontent la vallée du Rhône, et donc de Briançon, on va se reporter le plus vite possible vers l'ouest. Donc on quitte la ville immédiatement, sauf que les Allemands sont à proximité de Briançon. Et ils vont rentrer dans la ville, je passe les détails, et la deuxième libération est en fait quelque chose qui est mené par cette armée d'Afrique, c'est-à-dire tirailleurs marocains, tirailleurs algériens et goumiers marocains. Et voilà ce qu'écrit un mois plus tard l'officier supérieur donc, du 4e RTM. Aujourd'hui, il n'y a dans la presse et dans les déclarations gouvernementales que pour les Alliés et les FFI. L'armée française d'Afrique est passée systématiquement sous silence. Un cas concret est celui de la reprise de Briançon. Opération montée par un général français de l'armée régulière, menée par le 4e régiment de tirailleurs marocains, le 3e tabor marocain, et donnant lieu à un article de presse exaltant la reprise de Briançon par les vaillants FFI, eux auxquels s'étaient joints quelques troupes alliées. La farce est un peu grossière. Voilà. Et je passe sur la suite, mais effectivement, c'est quelque part, d'emblée, dès la libération, effectivement, se pose cette question de la mémoire. Je ne vais pas revenir dessus, parce qu'en fait, l'essentiel de notre échange, c'est de réfléchir précisément sur la présence, la disparition, la réapparition de ces soldats coloniaux dans notre histoire et dans la mémoire collective. Au sortir de la guerre, plutôt au sortir des combats, cette photo elle est prise le 29 août 1944, les tabors marocains qui ont joué un rôle essentiel dans la libération de Marseille défilent, parmi les tout premiers, et la photo suivante, on verra, on pourra la comparer avec la photo qui va venir juste après, mais je la décris très rapidement. Devant, il y a celui qui commande le 2e groupe de tabors marocains, qui est le colonel Boyer de la Tour, mais juste derrière, immédiatement, il y a 3 sous-officiers marocains qui sont en fait ce qu'on appelle les moukaddimines, ceux qui sont devant, ceux qui entraînent les troupes. Eh bien, ils sont immédiatement derrière le colonel Boyer de la Tour et devant les officiers français. Il y a une reconnaissance, disons, ostensible devant tout le monde du rôle essentiel que jouent les Marocains, les goumiers marocains dans cette libération. 1 an plus tard, on se retrouve le 14 juillet 1945, c'est le défilé à Paris,
Et là, tout d'un coup, petit détail, les Européens sont devant et les Tabors sont derrière, les Tabors marocains. Et en fait, à partir de ces années immédiatement d'après-guerre, petit à petit, cette présence de ces soldats coloniaux qui étaient au premier plan, y compris encore en 1945, petit à petit vont s'effacer pour que 10 ans plus tard, c'est une capture d'un reportage de Gaumont que j'ai pris, donc l'image est très très floue, c'est juste une quinzaine de soldats, il y a un grand défilé militaire, et eux, ils vont assister, ils ne deviennent plus non plus des acteurs, mais des assistants, des spectateurs du défilé militaire. Et à la fin, ce qui est presque un comble, c'est qu'après les unités constituées qui défilent en uniforme d'armée d'active avec l'arme à la bretelle, les 15 malheureux vont effectivement défiler tout à fait à la fin du cortège. Là, t'es allé trop vite. Je suis désolée, j'ai la manette. On peut revenir en arrière ? Oui, bien sûr. Donc, effectivement, 54, c'est la dernière fois que je vois des images des soldats, qui effectivement ont été des soldats, mais qui ne défilent plus en tant qu'unité constituée. Et à partir de là, c'est la disparition. Ni en uniforme, là, en l'occurrence. Ben ça, c'est l'uniforme d'apparat, mais ils sont quand même avec les médailles, etc. Mais effectivement, ils ne défilent pas dans le vêtement militaire. D'ailleurs, ils ne sont peut-être plus à ce moment-là des soldats d'active. Et en fait, cette disparition, elle va durer presque 40 ans, de 54 à 94. Et j'ai été frappé de ce que vous me disiez. 82, pour vous, c'est une prise de conscience de cette absence. Et on va peut-être en reparler tout à l'heure, et on va échanger dessus. C'est qu'effectivement, dans les années 80, il y a la conscience de quelque chose qui n'apparaît pas, dont on a connaissance dans sa famille, et comment petit à petit, cette chose-là, cette prise de conscience, va atteindre la sphère publique. En 94, c'est la première fois que les soldats coloniaux réapparaissent. Alors notamment, j'ai retrouvé des images qui sont prises à Marseille, qui est... tu peux, s'il te plaît ? Donc là, on est effectivement sur le Vieux-Port, grande tribune, et les quelques soldats qui ont été invités, il y a un Africain, il y a une dizaine de soldats marocains et un Algérien, qui sont au premier rang. Ensuite de ça, effectivement, le Premier ministre de l'époque, le ministre de la Défense de l'époque va les saluer, c'est l'image suivante. Mais je me souviens d'avoir lu les interviews de quelques rares personnes qui étaient venues et qui disent « Je ne comprends pas, je suis là, mais où est cet hommage à l'armée que nous avons constituée ?» Il va y avoir une montée en puissance. Et j'ai pris juste un deuxième épisode qui est 2004, et qui est cette fois-ci... Là, on y met les formes. C'est le président de la République qui se retrouve face à des représentants d'anciens combattants de 17 pays d'Afrique, avec symboliquement, en plus, Jacques Chirac qui décide de décerner la Légion d'honneur à la ville d'Alger comme capitale de la résistance et de la reconquête. Et de cette image-là, je vous en montre deux, et puis une troisième, parce que... Et la troisième, c'est... on peut s'étonner de la familiarité de Jacques Chirac avec cet ancien combattant, mais peut-être souvenez-vous d'une chose, c'est que Jacques Chirac a été officier en Algérie et que ces hommes-là, il les a côtoyés. Et il y a donc quelque chose qui a dû se nouer entre eux à ce moment-là, qui fait qu'il y a une facilité pour un président de la République à accepter de se retrouver avec bras dessus, bras dessous, avec un ancien combattant. Voilà, on a fait le tour en quelque sorte, et à partir de 2004, je dirais qu'il y a une sorte de maintien. Alors là, c'est une autre histoire qui commence. Oui, j'ai bien compris. Voilà. J'ai bien compris. Voilà. Merci Grégoire. Est-ce que, Kamel, je peux te demander de laisser ta place à Monsieur Pédaros, qui est dans l'ombre et qui n'est pas face au public, donc ça me gêne un petit peu que vous ne l'ayez pas en face de vous. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Pédaros, vous représentez l'ONAC-VG et c'est vrai que quand je vous ai sollicité, j'étais particulièrement préoccupée par la question des lieux de mémoire, des lieux de commémoration, mais aussi des lieux de sépulture, puisque en travaillant sur mon projet de film Les Soldats Inconnus, j'avais découvert les carrés militaires et notamment les carrés musulmans,
Il y en a un au Bagne, au cimetière des Passons. Et c'est vrai que la question que je me posais toujours en termes de transmission, comment ces lieux aujourd'hui sont répertoriés par l'ONACVG et de quelle façon finalement ils peuvent être mobilisés soit pour des questions mémorielles ou pour des questions commémoratives, mais aussi pour évidemment des questions pédagogiques. Merci, bonsoir mesdames et messieurs. Peut-être avant d'évoquer ces questions, je souhaiterais présenter, j'ai vu des fois dans le public une certaine surprise quand vous évoquiez l'ONACVG. Je vais simplement expliquer en 2 mots et rapidement de quoi il s'agit. Donc c'est l'Office national des combattants et victimes de guerre, qui est un établissement public placé sous la tutelle du ministère des Armées et qui assure, je dirais, le suivi des intérêts matériels et moraux, non seulement des anciens combattants, mais également des combattants, de leurs veuves, des pupilles de la nation, des orphelins de guerre, mais aussi de toutes les victimes, de toutes les personnes qui se sont sacrifiées ou qui ont été sacrifiées lors des différents conflits. Nous suivons également les victimes d'actes de terrorisme, toutes les questions relatives à la déportation, tant sur le plan, je dirais, social, la solidarité, c'est-à-dire que nous sommes un service social, et nous sommes également un service et un opérateur mémoriel. Voilà. C'était simplement pour vous situer et pour que vous compreniez d'où je parle. Voilà. C'est un établissement public, ça veut dire également qu'il a son autonomie et sa gestion qui est propre. Alors, pour revenir à la question que vous me posiez, et pour peut-être faire une incise sur ce que vous disiez, effectivement, on peut se poser la question de la mémoire et de l'oubli, et je pense qu'il faut quand même différencier une chose, ce sont les mémoires. Effectivement, ce qui ressort du film et de ce que vous disiez, c'est que la plupart du temps, au sein des armées, il y a effectivement un certain nombre de mémoires qui, elles, perdurent, et le fait d'être inclus ou exclus de l'espace mémoriel et historiel national. Alors effectivement, à partir de 1944, vous l'évoquiez, on a le sentiment qu'il y a une grande occultation de la mémoire des tirailleurs d'Afrique et des armées coloniales en général. Cependant, moi je tenais à vous préciser, et le lien se fera avec les sépultures, que néanmoins, depuis le conflit franco-prussien, je dirais jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la question de la commémoration ou même de l'évocation de la mémoire des tirailleurs venus d'Afrique concerne essentiellement la reconnaissance par les armées de mérites, les mérites de l'armée noire, de la force noire, hein, depuis le fameux livre du général Mangin, mais tout simplement parce qu'on inclut ces soldats dans un processus de valorisation du héros, en fait. Ils sont, je dirais, noyés et reconnus dans cette perspective. L'exemple le plus simple, c'est que, généralement, et là je vais en revenir aux sépultures, lorsque les tirailleurs d'Afrique étaient notamment hospitalisés, je pense particulièrement à Menton, puisque les hôpitaux de la Côte d'Azur accueillaient un certain nombre de soldats venus du front en 14-18, ou qu'ils étaient généralement stationnés dans des camps d'hivernage, comme c'était le cas à la Teste de Buch, dans le département de la Gironde, eh bien, on constate que la mémoire de ces soldats, la façon dont ils étaient inhumés, qui en dit long en fait sur la façon dont on peut traiter les personnes, eh bien, laisse entrevoir qu'un grand nombre d'entre eux avaient été inhumés sans même qu'on relève leur nom ou leur identité. Bon, ça c'était juste une parenthèse. Donc finalement, la période qui va de 1870 à 1944 est une période de reconnaissance, parce qu'elle s'inclut dans une espèce de mythologie mémorielle nationale, mais elle ne permet pas le développement véritablement d'un discours particulier sur les tirailleurs d'Afrique. Voilà. Alors après, effectivement, en 1944, la question de l'occultation, finalement, trouve très probable qu'il n'y a pas qu'une cause, mais on peut quand même très raisonnablement penser que la question coloniale, la perte d'autorité et de crédit, notamment des puissances coloniales et de la France singulièrement, est amoindrie dans des proportions qui font qu'effectivement il y a une volonté de reprise en main. Et je pense que pour avoir, comme vous le savez, séjourné en Algérie pendant 4 ans,
le traumatisme des massacres de Sétif, Guelma et Kherata sont déterminants, je dirais, d'une part du côté algérien et d'autre part aussi du côté français qui, manifestement, veulent faire oublier la part et reprendre en main, en fait, la société coloniale. C'est le cas aussi de la démobilisation, évidemment, des tirailleurs sénégalais à Tiaroy et puis des grandes répressions de Madagascar. Alors, pour revenir, en fait, aux sépultures, effectivement, depuis les années 1870, on est évidemment confronté à des formes de guerre particulièrement meurtrières, la guerre de nation, industrielle, où la mécanique, la technologie des armes font que les champs de bataille sont particulièrement meurtriers. On s'en rend compte des Solferino, évidemment, durant la guerre de sécession, durant la guerre franco-prussienne, et c'est là que, évidemment, on décide d'adapter la législation. C'est-à-dire que l'État décide d'acheter des parcelles de terrain. Il crée le statut de tombe militaire, ça c'est en 1873. Après, en 1915, lors de la Grande Guerre, on a également le principe de sépulture perpétuelle à la charge de l'État, donc de sépulture individuelle. Et petit à petit, en fait, dans l'entre-deux-guerres, et notamment à partir de 1920-1924, on va en fait essayer de regrouper l'ensemble des sépultures à l'intérieur de ces grandes nécropoles nationales ou de restituer en fait les corps aux familles. Alors, dans ce processus, qui est très long, en fait, qui sera interrompu vers 1935 et repris dans les années 50-60, comme vous l'aviez évoqué, la place des tirailleurs sénégalais ou des tirailleurs algériens, marocains, enfin de l'ensemble des troupes coloniales n'est pas particulièrement distinguée. Il ne faut pas, je dirais, s'imaginer que les honneurs rendus à ces personnes par la sépulture, en fait, auraient un quelconque sens mémoriel. Voilà. Ce qui n'empêche pas, à l'intérieur des, je dirais, des personnes, enfin à l'intérieur des communautés qui ont été en contact avec ces tirailleurs, d'entretenir une mémoire. La mémoire ne disparaît pas véritablement. Alors par exemple, en 1924, a été érigé à Reims un monument à la mémoire des armées noires, à l'initiative en fait d'un comité dirigé par un général, le général Archinard, et de Blaise Diagne, donc un député du Sénégal, et tout cela soutenu par, je dirais, la population de Reims, qui avait été, je dirais, sauvée de l'avancée allemande par le premier corps d'armée d'Afrique. Donc on a, et d'ailleurs on retrouvera ce monument ensuite dans la référence qui est faite. Vous avez passé une diapositive sur 1994 et la célébration du 50e anniversaire du débarquement. Le mémorial qui a été inauguré s'appelle le mémorial de l'armée noire, par référence justement à ce monument de Reims qui avait été détruit en 1940 par les Allemands. Donc il y a des initiatives privées, des mémoires qui conservent évidemment la mémoire des tirailleurs et des armées d'Afrique, mais on peut dire qu'il n'y a pas de récit national les concernant. Voilà. Alors effectivement, c'est en 1994, dans les années 90, peut-être un petit peu avant, que les choses évoluent. Alors là, les facteurs d'évolution sont multiples encore. Il n'y a pas de cause véritablement unique. Mais on peut dire quand même qu'il y a une demande sociale de mémoire qui se fait croissante à partir des années 90 jusque dans les années 2000. Tout à fait. Et qui apparaît aussi du fait des descendants, de la prise de connaissance de l'histoire des familles et de la participation. Civile, oui, voilà, joue un rôle majeur. Puis il y a aussi un phénomène assez important, c'est qu'on commence à ouvrir les archives. En 1992, les archives notamment de la guerre d'Algérie commencent à s'ouvrir. Il y a un renouvellement des générations d'historiens qui produisent des thèses beaucoup plus controversées d'ailleurs, mais qui renouvellent, je pense à Raphaël Branche sur la torture pendant la guerre d'Algérie. Et tout cet élan de recherche avec ces nouvelles générations vont également entraîner une forme d'historicisation en fait des questions coloniales
et qui elles-mêmes seront suivies par la société civile, par aussi la volonté des politiques, plus ou moins activement, de renouveler le lien avec notamment l'Afrique. Donc il y a tout un mouvement qui conduit effectivement à diffuser, à faire de l'histoire publique et qui entraîne justement les personnes il y a une véritable demande en fait. Et est-ce que ces mémoires et la façon dont elles apparaissent et disparaissent et réapparaissent ne sont pas également liées à ce que tu évoquais, Grégoire? C'est aussi cette diplomatie qui est celle de la France vis-à-vis de ces anciens territoires sous domination coloniale, et comment finalement se sont comportés les pays de provenance de ces tirailleurs au moment, en 2004 notamment, quand ils ont été associés au débarquement de Provence. Je voudrais juste revenir un tout petit peu sur cette résurgence de la mémoire, parce qu'il y a en fait un élément qu'on a oublié de citer et qui est pourtant très important, c'est la présence sur le territoire français d'anciens combattants de l'armée d'Afrique qui viennent en France. Et ils sont très nombreux grâce à deux choses. Les Pasqua, concernant effectivement le séjour, et en fait être ancien combattant donne droit à la carte de résident. Et la deuxième chose qui va vous étonner, c'est la création du RMI. Parce que le RMI, dès l'instant où vous êtes résident régulier en France et que vous êtes dans une situation financière difficile, fait que vous pouvez faire la demande du RMI. Et cette chose-là, cette information-là va être comme une traînée de poudre, parce que la pension des anciens combattants à ce moment-là est dérisoire. On ne va pas revenir sur ce problème de la cristallisation des pensions et de leur décristallisation, mais si ce n'est que je pourrais dire juste une chose, c'est que Jacques Chirac, non seulement, effectivement, va honorer publiquement le jour dans cette 60e anniversaire de la Libération en 2004, sur le porte-avions Charles de Gaulle, etc., une cérémonie majestueuse, mais il va également demander au secrétaire d'État, aux anciens combattants, de débloquer les pensions militaires. Et il va y avoir une décristallisation partielle des pensions qui va avoir lieu à cette époque-là. Et en fait, chose incroyable, c'est que donc ils vont être des centaines à arriver en France, et notamment dans la ville de Bordeaux, dont le maire est un certain monsieur Juppé, et on voit tout d'un coup des anciens combattants bardés de médailles qui errent comme des SDF dans la ville. Je peux vous dire que ça a effectivement fait un bruit considérable, et il fallait effectivement prendre ça à bras-le-corps. Et la présence tout d'un coup en 1994 de ces anciens combattants tout habillés en blanc, c'est une référence à ça. Parce que dans la région marseillaise, ils sont nombreux. Voilà. On peut peut-être préciser qu'à cette époque, tu parles de 94-95, c'est principalement des anciens combattants marocains qui ne viennent pas solliciter le RMI, mais une allocation qui s'appelle l'allocation spéciale vieillesse, qui est une allocation non contributive à laquelle ils vont faire valoir leurs droits à cette allocation non contributive. Et effectivement, ils vont être suffisamment visibles dans la ville pour que, à l'époque, la Société d'économie mixte, qui est la Sonacotra, décide d'ouvrir les foyers de travailleurs migrants à ces anciens combattants. Et c'est à la faveur de cette répartition des soldats coloniaux en France, notamment dans les foyers de travailleurs migrants, qu'on les rencontre, et ils arrivent aussi dans les Bouches-du-Rhône, principalement autour de l'étang de Berre, puisque ces foyers de travailleurs migrants sont sous-occupés. Et donc le taux d'occupation permet d'accueillir ces anciens combattants. Je vous renvoie pour ces précisions à mon film. Je fais ma propre pub, Les soldats inconnus, que vous retrouverez sur notre chaîne YouTube et qui revient sur cette période tout à fait particulière. C'est vrai que c'est important de mentionner que également le GISTI a fait un travail extrêmement important concernant la mobilisation pour la décristallisation des pensions, puisque ce qui amène ces vieux monsieur jusqu'à la France métropolitaine, c'est effectivement que pour la plupart d'entre eux, ils vivent avec la retraite du combattant qui, à l'époque, était de 30 € par mois, et donc une pension qui est plus symbolique. Évidemment, tout va les encourager à venir faire valoir des droits sociaux en France. Voilà pour cette petite parenthèse. Alors, tu voulais poursuivre ? De répondre à ta question. Vas-y, bah oui. Sur effectivement les commémorations comme instrument de diplomatie.
On va voir précisément avec les commémorations de 2024 comment une commémoration nationale, dès l'instant où elle a des intentions politiques du temps présent, peut se mordre la queue. Ça donne ceci, cette chose. D'abord, il y a eu beaucoup moins de chefs d'État présents, d'États africains qui sont venus. Je crois que ça a été divisé par 2. Et la chose la plus incroyable, c'est que les contingents les plus importants qui venaient notamment d'Algérie, du Maroc, les représentants officiels du Maroc et de l'Algérie sont absents. Et l'hommage qui est rendu au débarquement est un hommage qui est rendu aux soldats africains noirs, alors qu'ils n'ont pas joué de rôle dans le débarquement proprement dit. Et c'est là où on voit tout d'un coup qu'effectivement une utilisation mémorielle d'une commémoration vient tout d'un coup télescoper l'histoire, et on n'y comprend plus rien. Alors en 2018, le Conseil général des Bouches-du-Rhône sort une brochure sur la participation, enfin sur la libération 14-18. Et à ma grande surprise, je découvre que ce petit fascicule qui va être distribué à tous les élèves du département n'a pas un mot pour les soldats coloniaux. Et c'était donc le centenaire de la Grande Guerre. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, Laetitia, je me tourne vers toi pour savoir comment l'ONACVG, précisément, participe à la transmission par des outils pédagogiques qu'on partage, qu'on peut réserver auprès de l'ONACVG, et comment vous construisez en fait cette programmation à l'année. Ok. Alors oui, Laetitia Vion, je travaille également donc, pour l'ONACVG, et moi j'interviens davantage sur la mission Mémoire et Citoyenneté. Alors sur la question donc, des soldats coloniaux, on va chercher des supports, on va chercher des biais, et pour ce qui est des soldats coloniaux, on s'appuie notamment sur des lieux. Donc ça peut être des lieux de mémoire comme le mémorial du débarquement de Provence à Toulon, où il y a une équipe de médiation et qui s'apparente aussi à un musée, puisqu'il y a une muséographie qui rappelle donc les différentes étapes du débarquement et les acteurs. Donc ça, c'est un haut lieu de la mémoire nationale qui se visite pour les scolaires. On a également donc des lieux de sépulture qu'on a évoqués tout à l'heure, et pour ce qui est du département des Bouches-du-Rhône, la nécropole de Luynes. Et la nécropole de Luynes, avec des classes, on en accueille, alors je vais dire étonnamment, c'est une chose positive, mais on a de plus en plus de demandes de scolaires qui veulent visiter ce site. On peut se dire qu'un cimetière militaire, et on peut le voir, ça peut paraître aride, mais on peut facilement passer 1h30 à 2h avec des collégiens ou des lycéens, parce que du coup, en recherchant des parcours, en tirant des fiches morts pour la France qui sont exploités par les jeunes, on revient sur Première Guerre mondiale, qui sont les soldats décédés dans le sud de la France de la Première Guerre mondiale, beaucoup de coloniaux, en l'occurrence, morts donc dans les hôpitaux de l'arrière, qui sont les morts pour la France de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup donc tombés pendant les combats de la libération du débarquement de Provence, et on retrouve ces tirailleurs algériens, ces goumiers marocains, et du coup ça permet un rappel justement de cette contribution de l'Empire, de ces hommes aux 2 conflits mondiaux. Donc ça c'est un des axes qu'on peut utiliser, les sites. Il y a d'autres nécropoles dans le Var, directement liées au débarquement de Provence, comme le Rayol Canadel ou Boulouris, où ont lieu les cérémonies justement généralement tous les 5-10 ans. Donc on s'appuie sur ces sites. Le travail qu'on fait beaucoup avec les classes, parce que ce qui fonctionne, on travaille la plupart du temps avec des professeurs d'histoire, c'est de travailler sur des archives, et là c'est de les accompagner parce que c'est compliqué, ne serait-ce que sur des choses qui sont accessibles comme Mémoire des hommes, quand on veut retrouver le parcours d'un soldat colonial du fait des erreurs de patronyme, on doit un petit peu jouer en jouant sur les dates, sur les lieux de décès, etc. Donc on accompagne des classes. On a eu récemment un lycée professionnel, Maurice Genevoix de Marignane, qui a travaillé 2 années d'affilée sur des soldats coloniaux, dont Ahmed Vitime. On n'a pas encore cité le nom, qui quand même à Marseille fait écho. Et on travaille également avec des plus jeunes, bon, pour celles et ceux que ça intéressera. Alors là, on est sur la Première Guerre mondiale. On a un concours jeunesse à l'office. L'objectif, alors généralement on dit, c'est de retracer le parcours d'un poilu. Et là, on travaillait avec une enseignante de l'école Osier du 3e arrondissement de Marseille qui disait « Moi, je veux que ça parle aussi à mes jeunes ». Et du coup, Marcel Dupont, le Marseillais type, ne parle pas forcément à mes petits élèves je crois que c'était 2020. Et on a essayé, alors avec les patronymes, on en discutait tout à l'heure, de retrouver un ascendant des élèves. On n'a pas réussi, on a trouvé un lien.
on a trouvé un tirailleur qui est inhumé à Luynes aujourd'hui et qui est mort en fait dans un de ces hôpitaux temporaires de la Grande Guerre qui était situé dans la rue de l'école. Et du coup, là, les élèves ont fait ce travail. Alors, au niveau des archives, c'est parfois aussi aride, ce qu'on retrouve sur les soldats coloniaux, même quand on a accès aux archives. Et ce qui est touchant sur ce travail, c'est que sur les documents d'archives, il y avait écrit la mention « ne sait ni lire ni écrire ». Et du coup, les élèves, normalement, vous imaginez bien, hein, on restitue le parcours d'un poilu de la Grande Guerre. Il y a les lettres qui sont envoyées à la femme restée à l'arrière, à la fille, aux frères, etc. Lui ne savait ni lire ni écrire, et du coup les élèves ont écrit des slams. Alors là aussi j'utilise les moyens d'expression de leur jour, des tout petits CM2, hein, c'était vraiment très touchant, et ils ont écrit des slams thématiques en fait sur le parcours qu'ils ont imaginé de ce soldat qui avait laissé peu de traces sur ce qu'il a ressenti à la traversée, sur ce qu'il a ressenti quand il a été blessé, sur la camaraderie, etc. Donc on essaye de prendre ces axes-là qui vont pouvoir être un moyen d'entrée pour la jeunesse, soit des sites, soit des parcours, soit de l'expression artistique. Et on essaye d'accompagner surtout, parce que le travail d'historien n'est pas toujours aisé, et l'accès aux archives non plus, donc d'accompagner les classes dans l'accès à ces documents pour qu'ils puissent faire ce travail de mémoire et parler de la mémoire donc de ces soldats qui n'ont pas été renommés depuis... Précisément, quels sont les programmes scolaires qu'on peut mobiliser autour de ces contenus-là tu parlais du cycle 3, donc les CM2 jusqu'au lycée sans difficulté? Oui, parce qu'on travaille pour ce qui est des 2 conflits mondiaux, on a une première entrée en CM2 sur les programmes scolaires. Nous, on traite davantage la Première Guerre mondiale avec eux parce qu'ils le voient en toute fin d'année scolaire. Ensuite, on a en 3e, en première et terminale, du coup, les conflits mondiaux. Et on a aussi une entrée pour ce qui est de nos travaux. On a par exemple des classes qui visitent la nécropole au titre de l'EMC, l'éducation morale et civique. Donc dans ce cadre-là aussi, on peut intervenir. Et là, j'ai mis en image le mémorial du Mont-Faron, qui est dans les hauteurs de Toulon et qui est aussi porte une part de narration sur les soldats coloniaux et les soldats en général, la libération de Marseille en général. J'ai rajouté une slide sur la mosquée Missiri, parce que moi, ça fait qui est à Fréjus, qui est un édifice qui appartient au ministère de la Défense, sauf erreur de ma part, et qui a été inscrite assez finalement, pas si tardivement, à l'inventaire des monuments historiques, en 87, et qui compte aujourd'hui un musée. Et je trouvais que c'était très intéressant d'avoir cet édifice sur notre région et savoir si vous, de votre côté, vous savez si cette mosquée, elle est visitable, mobilisable. Ah, pardon. Personne n'a la réponse. La question, c'est de savoir si cette mosquée, qui gère et qu'est-ce que fait ça. Ça me paraît être un lieu de mémoire extrêmement important, puisqu'elle est située à Fréjus, qu'elle a été réalisée dans les années 20, à l'initiative d'ailleurs Elle est située sur un camp militaire et elle est inspirée, ce que j'ai oublié de dire qui est très important, c'est qu'elle est inspirée de la mosquée de Djenné au Mali. Et donc, cette mosquée, elle a fait l'objet d'une inscription à l'inventaire, mais à ma connaissance, elle n'est pas vraiment mobilisée comme lieu de mémoire de ces anciens combattants. Je pense qu'elle est gérée par la commune, tu disais. Oui. Par contre, justement, cette mosquée, moi, je l'ai un peu redécouverte à travers des travaux de jeunes où on a aussi un concours de bande dessinée. Je fais la promotion aussi de nos actions. Et il y avait une édition sur « Si notre patrimoine pouvait nous parler de la guerre ». Et là, on a eu des choses magnifiques sur justement ces lieux de mémoire qui persistent sur le territoire et pour certains, du coup, qui étaient peu connus, qui ont été mis en bande dessinée et qui ont fait l'objet de récits de la part de jeunes collégiens et lycéens. Et du coup, on a eu une belle bande dessinée sur cette mosquée que j'ai découverte en vrai en allant à la remise des prix. Sinon, à propos de l'oubli, je voulais dire qu'à bas bruit, c'est vrai, l'Office, par ses programmes pédagogiques quand même assez nombreux et sur l'ensemble du territoire français, a placé la question coloniale, qui est maintenant, je dirais, la question mémorielle centrale, en fait, dans le narratif de la mémoire nationale, au centre de ses préoccupations. Et c'est vrai que ce soit par ces expositions qu'elle est en mesure de prêter, je pense
à Tirailleurs d'Afrique, mais également tous ces concours qui, à un moment ou à un autre, ont à voir avec l'histoire coloniale et la participation des coloniaux aux 2 conflits mondiaux, il y a quand même tout un travail qui se fait, qui est loin du travail commémoratif, mais qui pourtant est un travail en profondeur, et je crois que ça c'est très important de le rappeler. Et à titre d'exemple, nous avons organisé dans le département un échange interméditerranéen, c'est-à-dire que pendant une année, des élèves de 2 lycées des Bouches-du-Rhône, le lycée Thiers et le lycée Maurice Genevoix de Marignane, ont travaillé conjointement avec le lycée international Alexandre Dumas d'Alger, qui est composé, bien que lycée français, de 80% d'Algériens, sur des thèmes communs, et en particulier évidemment sur le débarquement de Provence. Ils ont également participé à des conférences. Nous avons également organisé des conférences par des historiens spécialistes de façon à ce qu'ils puissent véritablement renouveler leur savoir, et il y a eu une restitution donc récente ici même, ce qui a permis de voir un petit peu au-delà même de ce qu'ils avaient pu apprendre pendant une année, des échanges qu'ils avaient pu avoir. Nous avons fait venir des petits Algériens également, et ils ont pu restituer leurs travaux, échanger, se les approprier, et le niveau finalement des productions était tout à fait remarquable. Voilà. C'est pour dire que derrière la commémoration, qui a une portée politique essentielle, diplomatique également, se fait tout un travail avec l'éducation nationale, également avec le ministère des Armées, un travail en profondeur pour diffuser la connaissance historique. Car je tiens à le rappeler, l'ONAC n'a pas de discours mémoriel, et il n'y a pas de discours mémoriel officiel, il essaie simplement de diffuser la connaissance historique de façon à ce que les mémoires se construisent sainement. C'est ce que nous essayons de faire, et de ce point de vue-là, nous n'avons pas, je pense, oublié les tirailleurs d'Afrique. Merci beaucoup. Je redonne la parole à Grégoire. Tu me diras où je m'arrête, du coup. Avec notre précédent maire devant la stèle des Goumiers. D'accord. En fait, on évoque cette histoire de l'oubli. Il y a un travail considérable qui est fait notamment au sein des écoles. Et puis, il y a un peu partout dans la région plein d'initiatives qui sont menées à l'échelle d'un village ou que sais-je. On pourrait en parler quelques exemples. Mais je voudrais m'arrêter sur une des causes de l'oubli, ou plutôt on est sorti d'une mémoire nationale unitaire, bon, même avec ses zones d'ombre, entre guillemets, mais on est rentré dans une nation mémorielle où en fait on a des mémoires qui sont fragmentées. Et l'exemple de cette mémoire fragmentée, c'est ça. La Koumia, c'est-à-dire c'est l'association des anciens des Goum marocains en France, souhaite ériger une stèle en hommage aux Goumiers marocains. Vous avez 5 panneaux avec la liste de tous les officiers et sous-officiers français et une petite plaque en dessous que vous voyez en noir et les 4300 Goumiers marocains. Sans nom, sans rien. Et c'est effectivement à partir de ça que le groupe Marat a décidé d'entreprendre un travail en se disant mais ces Goumiers, en tout cas pour la libération de Marseille, on peut les nommer, grâce notamment au site mémoriel mis en place par le service historique de la Défense, qui s'appelle Mémoire des Hommes. Bon, instrument relativement compliqué à manier, mais on s'est appuyé à la fois sur ce site, sur l'ensemble des journaux de marche et d'opérations consultables au service historique de la Défense à Vincennes, en région parisienne, et on est arrivé tout simplement à dresser quasiment la liste de tous les soldats qui sont tombés, que ce soit les Goumiers marocains, les tirailleurs algériens, de cette armée d'Afrique. Car il faut se souvenir juste d'une chose, et je le dis très simplement, c'est que la moitié, il y a en gros le débarquement de Provence, c'est 1 demi-million d'hommes qui vont débarquer en l'espace de 3 mois. Sur ce demi-million, il y a 250 000 alliés, 250 000 Français. La moitié des effectifs de l'armée française sont des citoyens français, qu'ils soient français de métropole, corse ou français d'Algérie. L'autre moitié, ce sont les indigènes. Juste pour vous rappeler ces 3... Sujet de l'Empire, donc. Voilà, sujet de l'Empire. Et donc, tout simplement,
et en fait la plupart des soldats qui sont morts dans la libération de Marseille se trouvent aujourd'hui inhumés à Luynes. Et l'autre découverte que je fais à Luynes, c'est qu'il y a beaucoup de tombes de résistants, de gens qui sont tombés dans la libération de Marseille. Et tout ça a été réuni effectivement dans une toile qu'on a créée. On est arrivé à rassembler 556 noms. Et il faut savoir que sur les 556, il y a plus de 300 résistants qui sont tombés dans les premiers jours entre le 15 août 1944 et l'arrivée des troupes françaises. Mais il nous paraît aujourd'hui important, pour sortir de cette nation mémorielle dans laquelle finalement on est dans une sorte de concurrence permanente des mémoires. Je pourrais prendre d'autres exemples que j'ai pris. Tout d'un coup, une plaque à Briançon où on colle côte à côte 5 ou 6 plaques, comme si rien ne les réunissait. Ils ont tous été ensemble pour libérer la ville. Et donc c'est ce travail qui me semble important de mener aujourd'hui, c'est lorsqu'on évoque tel ou tel événement, de rappeler effectivement comment ça englobe un ensemble de gens et pas seulement une mémoire particulière qui serait, entre guillemets, communautaire ou identitaire. Voilà. Oui, ça me semble très important à rappeler. Le maire de Marseille a jugé bon de débaptiser l'école Bugeaud, aussi, là encore, parce que beaucoup d'associations s'étaient mobilisées pour que cela bouge. Et il a fait le choix de Ahmed Litim, qui est donc un jeune tirailleur algérien qui est mort sur les marches de Notre-Dame de la Garde au moment de la libération. Il avait à peine 19 ans. Alors, est-ce que, par exemple, le groupe Marat était associé à ce choix, ou comment ça s'est passé ? Ce qu'on a fait, c'est transmettre tous les documents qu'on avait du service historique de la Défense, c'est-à-dire notamment les journaux de marche du 7e tirailleur, qui racontent très précisément la journée du 25 août et comment Ahmed Litim en fait, va être tué dans l'après-midi d'un tir, probablement d'artillerie, soit du Fort Saint-Nicolas, soit de l'Angélus. Mais pour le reste, on est resté en retrait. Et côté ONAC-VG, vous avez été sollicité pour apporter des éléments d'information sur le tirailleur en question. Peut-être, Laetitia, tu veux répondre ? En fait, le fait de nommer des rues, des écoles ou des places du nom de tirailleurs d'Afrique, en fait, doit passer en principe par l'ONAC-VG. C'est la raison pour laquelle la secrétaire d'État, en 2019, a publié en fait un livret dans lequel se trouvent 100 biographies que peuvent consulter les communes de façon à pouvoir construire un dossier et procéder à ce genre de baptême, en fait. Voilà. Donc nous sommes sollicités. Je ne sais pas du tout d'ailleurs, je ne sais pas Laetitia si tu connais le nombre de demandes qui ont transité. Je sais qu'Ahmed Litim, par exemple, n'était pas dans la liste. Hein. C'est une biographie qui a été retrouvée par ailleurs. En fait, les 100 biographies, c'est une incitation. Il y a l'appel de 2019 de redonner ces noms à des noms de rues dans des villes et villages de France. Donc il y a eu 100 fiches incitatives où on en retrouve dans chaque département et inhumées dans une nécropole ou pas, ayant différents profils. Dans la région, il y a dans le Var, du coup, ils ont fait le choix de dire aux libérateurs, en mettant les noms des 7 morts pour la France. Dans les Hautes-Alpes également, il y a eu la place des libérateurs parce qu'ils avaient des difficultés à nommer, où ils ne savaient pas s'ils prenaient les morts pour la France sur le département ou plus précisément localement. Donc il y a eu des initiatives comme ça. Ahmed Litim, effectivement, c'était une demande de la ville de Marseille qui voulait un symbole. Et le symbole, c'était quand même le 25 août Notre-Dame de la Garde. Et on va dire qu'il y a eu différentes fiches. Nous, on est rentré par la nécropole de Luynes parce qu'Ahmed Litim est aussi inhumé à Luynes. Donc on a sorti finalement les personnes inhumées à Luynes qui étaient mortes sur les combats de la libération de Marseille. Et sur le 25 août, c'était lui qui se dessinait en faisant des recherches ensuite au service historique de la Défense pour sortir les fiches biographiques. Mais c'est vrai qu'il y a un circuit comme ça qui se met en place quand il y a une commune intéressée. Le service de l'office peut être sollicité pour faire le lien avec le service historique de la Défense, puis éventuellement faire un travail pédagogique avec la classe. Absolument, et dans les rues de Marseille, il y a aussi beaucoup de références finalement aux tirailleurs, aux goums, aux goumiers. Il y a différentes voies, notamment dans le nord de la ville, puisque le nord de la ville a aussi été un itinéraire important dans ces combats qui ont été très meurtriers. Merci à tous pour vos différentes interventions. Je vous propose d'échanger avec vous. Il nous reste une petite demi-heure, je pense. Donc, la parole est à vous.
n'hésitez pas à solliciter Jérôme en levant la main, voilà, pour prendre la parole, faire un commentaire ou poser une question. Merci beaucoup. Allez-y, Merci. Présentez-vous, s'il vous plaît, merci. Bon, moi, je suis un retraité. De l'âtre et emmener en Allemagne les Noirs. Il y a un point là, je ne suis pas très sûr de moi. Effectivement, ça gênait. Bon. Donc, pareil, les communistes nous ont nourris d'une abondante bibliographie sur la mémoire. Donc, comment dirais-je, cette confiscation par deux groupes, deux tendances politiques qui prétendent au monopole finalement de la résistance, ça explique aussi qu'on n'en parle pas. Voilà. Merci beaucoup. On va prendre peut-être quelques questions, une série de questions. En tout cas, ce que vous évoquez, c'est l'économie de la reconnaissance qui est effectivement complexe et qui ne se prend pas systématiquement la forme d'une confiscation, mais on y reviendra. Je vous en prie. Oui, bonjour. Donc, point commun avec monsieur retraité. À part ça, c'est pour appuyer aussi le fait que, à mon sens, cet oubli, qui est largement volontaire, depuis la fin de la Seconde Guerre jusqu'à bien après la fin de la guerre d'Algérie, il y a un fil conducteur qui s'appelle De Gaulle. Et De Gaulle a toujours blanchi. Il ne faut pas oublier que De Gaulle est de culture maurassienne. Il est, et on le voit dans ses écrits, en remontant à Debré, en remontant au père de la Constitution, en l'occurrence, etc., qui se sont exprimés après la mort de Gaulle, c'est qu'il y a au moins un racisme, du moins un mépris profond pour tout le peuple musulman, et il était également profondément antisémite. Et là, c'est quelque chose qui est reporté par Attali dans ses derniers écrits. Enfin, je voudrais faire une petite remarque, c'est que là, on a occulté dans ces documents, qui sont remarquables par ailleurs, on a occulté la part des Français d'Algérie. À l'époque, on distinguait de façon maladroite ce qu'on appelait les musulmans, franco-musulmans, et les Français d'Algérie, c'est-à-dire les non-musulmans. On distinguait les Européens des indigènes, voilà, pour être et parmi précis. ces Européens, il y avait les Européens venant, donc, que ce soit les Maltais, etc., et il y avait les Français d'Algérie, y compris les Français qui étaient présents bien avant la colonisation, bien avant 1830. Ces Français qui ont notamment participé activement à l'opération Torche, qui a permis la préparation du débarquement de novembre 1942. De Gaulle a tiré un trait là-dessus, largement. Dernier point, je ne veux pas monopoliser la parole. Dernier point, je crains aussi qu'il ne faille pas être maladroit en allant trop loin dans cette rappel de la mémoire pour ne pas alimenter cette rente mémorielle, terme plus ou moins heureux qu'a utilisé Macron il n'y a pas longtemps et qui fait le bonheur de l'Algérie, et notamment pour occulter la période tragique qu'ils ont connue en 91 et qui a dû faire autant de morts, ou au moins pas loin, que pendant les guerres d'Algérie. Donc, rente mémorielle, oui, et ce serait bien que nous ayons le droit de faire ces exposés aujourd'hui à Alger, que vous fassiez la demande
pour que ce soit un vrai débat qui assainisse et épure un petit peu les esprits et évite de tomber dans des orientations parfois dirigées politiquement, notamment par ces dirigeants algériens aujourd'hui, malheureusement toujours en poste. Merci. Merci. Je propose qu'on prenne encore 2 interventions et puis on revient. Bonjour, je m'appelle Monsieur Médioni Amar, je suis un simple habitant de Marseille et je voulais rebondir sur les 2 interventions qui ont eu lieu précédemment. La rente mémorielle, je suis tout à fait d'accord avec vous, elle concerne toute l'Afrique, mais le fait d'évoquer le rôle des troupes coloniales durant la Seconde Guerre mondiale, ça peut alimenter la rente mémorielle des régimes totalitaires qui sévissent en Afrique, notamment en Algérie. C'est une arme à double tranchant. Ils peuvent très bien vous dire leur rente mémorielle elle vient de l'oppression coloniale, mais ces gens-là se sont sacrifiés pour des droits qu'ils n'avaient pas. Donc ça peut alimenter la rente mémorielle, ça peut les aider, les régimes totalitaires qui sont en place en Afrique. D'autre part, ce que monsieur a dit sur les communistes, bien évidemment, les communistes sont rentrés dans la résistance en 1941. Ils avaient surtout, ils voulaient, comment vous expliquez ça, ils voulaient avoir la même mise sur la résistance. Ils voulaient surtout plus qu'on parle du pacte germano-soviétique. Ils voulaient surtout pas qu'on parle du pacte germano-soviétique, on n'en parle plus. Alors je crois qu'on a des communistes parmi nous, donc on va leur donner la parole. Le débat est ouvert, et puis on reviendra à la table. On va un tout petit peu rappeler ce qui s'est passé à la Libération quand même avec le Comité national de la résistance qui était pour les indépendances et qui est le Parti communiste, je le rappelle, est le seul parti qui a appuyé les indépendances et les mouvements d'indépendance tout au long des mouvements d'indépendance depuis la Seconde Guerre mondiale et avant la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au terme de l'indépendance et de toutes les indépendances. Il y a bien des endroits sur lesquels je ne suis pas fière de l'histoire de mon parti, mais il est clair que le Parti communiste ne peut pas être assimilé à De Gaulle sur le blanchiment des armées, ne peut pas être assimilé à De Gaulle sur la disparition des soldats coloniaux des mémoires, qu'il a lutté et qu'il s'est fait en particulier mettre de côté avec le Comité national de la résistance, parce qu'il prenait ces positions-là, parce que tout au long de son histoire, après ça, on a eu de Senghor à bon. Merci beaucoup. Donc, ça, c'est une chose. L'autre chose dont je voulais parler, c'est aussi quelque chose qui me gêne un peu et qui est un petit peu compliqué à expliquer. C'est formidable de revendiquer, enfin c'est nécessaire, formidable et utile de revendiquer la mémoire des soldats coloniaux oubliés. Mais ça n'est pas parce qu'ils étaient des soldats qu'ils avaient le droit à l'égalité, c'est parce que tous les hommes ont droit à l'égalité en fait. Il n'y a pas de... Et les femmes aussi. Et les femmes aussi. Et merci Samia, parce que effectivement, et les femmes aussi. Et pas seulement en tant que veuve de soldats. Et je crois que c'est important à la fois de revendiquer cette restitution d'une mémoire, cette place, mais de ne pas imaginer que c'est la seule légitime pour remettre en cause le fait qu'il y avait des Européens et des indigènes et que c'était insupportable qu'ils aient combattu ou non pour la France. Oui, et puis peut-être une précision. Je vais vous redonner la parole, mais une petite précision qui me semble importante, et je voudrais que Grégoire ou Monsieur Pédarros, vous y participiez, c'est que les contingents de l'armée d'Afrique étaient des contingents mixtes. Donc, dans un même contingent, il y avait, ce qu'on peut dire d'une certaine manière, des Européens et des indigènes. Et donc ça, c'est toujours une question qui revient, qu'on a rencontrée à plusieurs reprises avec Grégoire quand on travaille sur ces questions-là. C'est-à-dire que c'est à la fois la difficulté, effectivement, de faire mémoire sans faire concurrence mémorielle. Et pour revenir sur la première question, la première remarque qui me semble très importante, c'est celle de l'économie de la reconnaissance. On a récemment, à l'initiative du musée d'histoire de Marseille, des musées de Marseille, proposé une balade patrimoniale sur les résistants, et avec Julien Blanc, qui est historien, qui est spécialiste de la question de l'économie de la reconnaissance, c'est-à-dire comment, au fur et à mesure,
on attribue par des actes nationaux, des décisions, toute une série de reconnaissances aux personnes qui ont participé à un conflit ou un autre. Et on constate effectivement que les résistants, ils arrivent après beaucoup d'autres, en tout cas après les soldats en général. Et c'est vrai pour tous les conflits. Donc cette économie de la reconnaissance, elle peut aussi être très fortement instrumentalisée. Vous l'avez évoqué, monsieur et monsieur, concernant les rentes mémorielles, qui n'existent pas qu'en Afrique. Hein. Les rentes mémorielles existent aussi en Europe. Donc voilà, juste pour remettre le débat au centre, est-ce que peut-être vous pouvez aussi intervenir? Je crois que Kamel, vous aviez demandé la parole. Et puis monsieur Pédaros. C'était juste pour confirmer, effectivement, bon, je suis pas gêné, puisque mon père était communiste, il est arrivé en 1936 d'Algérie, 3 semaines après il était sur les barricades, et puis il est mort en 1995 avec sa carte de communiste. Mais c'est vrai que malgré mes démarches, malgré mes relances, j'ai toujours eu des difficultés à obtenir, je dirais, des éléments par les communistes, et notamment sur la liste de ces Algériens qui étaient sur Paris avec le colonel Fabien, tout simplement. Merci pour ce témoignage. Oui, dans les 2 questions qui ont été soulevées, effectivement, vous posiez aussi la question de la mémoire des tirailleurs d'Afrique dans leur pays après l'indépendance. Et ça, c'est vrai que c'est une vraie question. Et il faut comprendre, et c'est peut-être aussi une des clés d'explication de cette occultation dont on parlait tout à l'heure, c'est que après les indépendances, leur situation était extrêmement ambivalente dans la mesure où ils apparaissaient à la fois comme victimes du système colonial, et ils l'étaient, et ils apparaissaient également comme agents du système colonial. Alors ça, c'est particulièrement vrai en Algérie en ce qui concerne les tirailleurs sénégalais, par exemple, qui ont laissé, je dirais, un souvenir extrêmement douloureux, puisqu'ils avaient participé notamment à la répression de Sétif. Il y existe d'ailleurs, et je tiens à le préciser, 2 grands cimetières où sont enterrés des tirailleurs sénégalais, de cimetières musulmans en Algérie, l'un à El Khetar, donc dans Alger Centre, et l'autre sur les îles Habiba, au large d'Oran. Donc là, il y a véritablement une question qui est directement liée à la mémoire de la colonisation. Par ailleurs, en Algérie, je tiens à le dire, en ce qui concerne les tirailleurs algériens, aujourd'hui, ça n'est plus un sujet sensible. Alors, ils ne sont pas valorisés, contrairement à ce qui se passe au Sénégal depuis 2004, mais il y a, je dirais, une bienveillante neutralité. C'est encore une question que l'on peut, quand on ne traverse pas une crise diplomatique, comme elles sont régulières depuis quelques années, on peut encore discuter avec les autorités algériennes ça n'est pas vraiment une mémoire partagée, mais ça ne fâche personne. Donc il y a quand même des progrès qui se font et qui finalement permettent d'avancer peu à peu en fonction des circonstances diplomatiques. En revanche, au Sénégal maintenant, et je trouve que c'est une voie tout à fait intéressante, il y a une véritable, notamment c'est le président Ouad, qui depuis 2004 a reconnu, il est lui-même fils de tirailleurs sénégalais, et il a vraiment commencé à une politique mémorielle tout à fait nuancée et intéressante. Il a notamment réinstallé le monument qui était en place devant le palais du gouvernement, notamment un monument commémoratif des armées noires, qui d'ailleurs avait été également érigé en référence à celui de Reims dont je parlais tout à l'heure. Et il a été de nouveau installé devant la gare, en fait. Et il y a Demba et Dupont, oui, Demba et Dupont, voilà, c'est ça. Donc, il y a des voies quand même d'ouverture, mais je pense que la question coloniale, depuis 1995, on a clos officiellement le chapitre de la collaboration, de la déportation, avec la déclaration de Jacques Chirac. Et maintenant, c'est peut-être aussi encore une des causes de l'émergence du fait colonial dans la mémoire nationale, qui est la grande cause et la grande question. On est encore au début d'un processus long et nécessaire, aussi bien dans les relations que nous entretenons avec les pays d'Afrique qu'à l'intérieur même de nos sociétés, ça c'est certain. Mais les choses avancent à bas bruit, voilà, malgré tout. Voilà. Grégoire ? J'aurais voulu compléter ça, et puis après ça, j'essaierai de répondre sur le blanchiment. Tout
Tout à fait. Dans les années 90, quand nous avons commencé au sein de l'association à recueillir des témoignages, aussi bien en France qu'en Afrique du Nord et en Afrique noire, j'avais été en contact avec un journaliste camerounais qui m'avait expliqué, tu sais, c'est difficile, ils ont été entre l'arbre et l'écorce. Entre l'arbre et l'écorce. Il faut... L'arbre et l'écorce. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une position inconfortable. Rien à voir avec Casanova. On a eu la chance, en fait, de recueillir le témoignage d'un monsieur qui s'appelle Samuel Ekwe, qui avait été de ces premiers soldats qui ont fait Bir Hakeim, imaginez-vous, un des survivants de Bir Hakeim, et qui est, en fait, à un moment donné, le chef militaire du Maquis au Cameroun, qui va rentrer en lutte armée contre le pouvoir français. Il est arrêté, condamné à mort, et c'est en fait parce qu'il a été soldat de la France libre qu'il va sauver sa tête. On pourrait prendre un autre exemple d'un sergent-chef de l'armée française, algérien d'origine, qui va être 2 fois, excusez du peu, décoré à l'ordre de l'armée, dont la dernière fois en juillet 1944 par le général de Gaulle, et il est le fondateur du FLN avec un certain nombre d'autres personnes, et le premier président de la République algérienne. Ce qui fait qu'il y a toujours cette chose un peu curieuse quand on travaille notamment avec les... Quoi? Non, je disais une bêtise, je t'en prie. Bon, mais Et donc, l'occultation, elle est double. Elle a été à la fois française, mais également à l'intérieur des pays, des ex-colonies françaises. Qui fait qu'aujourd'hui encore, avec des jeunes avec qui on a pu travailler dans les collèges, qui disent une sorte de confusion, soldats de la France, harkis, synonyme, traître. Et voilà, vous voyez, tout le travail très complexe, ils ont bien été entre l'arbre et l'écorce. Voilà. Merci Grégoire pour ces précisions. Je crois qu'on peut repartir dans la salle. Il y a une personne... Ah ben pardon, je n'avais pas vu, excusez-moi. Oui, je voudrais poser une question beaucoup plus concrète sur un sujet un tout petit peu différent de ce qui a été discuté. Vous avez montré la photo de ce monument qui est à Marseille aujourd'hui et sur lequel il y a 6 plaques, si j'ai bien compris, pour quelques centaines d'officiers et une toute petite plaque pour 4000 soldats de l'armée d'Afrique. Enfin, soldats coloniaux. Si j'ai bien compris aussi, ils ont été, grâce à votre travail, identifiés. Ce que je voudrais poser comme question, c'est quand est-ce qu'on marque leur nom sur ce monument? Parce qu'aujourd'hui, c'est pour tous les Marseillais un monument qui nous fait honte. Il nous fait honte de nous rejeter dans l'oubli de 4200, si j'ai bien compris, personnes. Voilà. Nous espérons seulement, effectivement, que ce travail que nous avons réalisé va se trouver, d'une certaine façon, pérennisé. Voilà l'espérance que nous avons. Parce qu'en fait, si vous sortez, vous allez voir effectivement ces 556 noms. Et c'est assez étonnant parce qu'en fait, c'est le peuple de Marseille, avec toute sa diversité. Voilà. Et c'est tout d'un coup, alors qu'on est piégé dans une sorte de nation mémorielle, dans lequel il y a une sorte de concurrence mémorielle, tout d'un coup, là, on a effectivement une mémoire nationale reconstituée et commune. Mais justement, je profite juste, excuse-moi Zoubida, pour poser une question qui me semble très importante. Par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que la mémoire du groupe Manouchian est en voie de communautarisation? J'aimerais bien avoir ton avis sur ce sujet. Est-ce qu'on peut considérer que, par exemple, la mémoire du groupe Manouchian, qui est donc ce groupe de résistants étrangers, est en voie de communautarisation? Est-ce que ça reste... Je crois qu'il y a 2 choses totalement différentes. On retrouve les commémorations patriotiques nationales ont toujours derrière elles une intention politique. Et c'est ce qui fait qu'on est piégé. Le square Manouchian
quoi qu'il arrive, je dirais que l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, ce square Manouchian, il y a deux choses qui racontent tout simplement l'engagement des étrangers, quels qu'ils soient, dans la résistance, aux côtés de la résistance française. C'est ça l'essentiel. Ensuite de ça, que Manouchian soit rentré en Panthéon, c'est merveilleux, parce que c'est effectivement, très officiellement, la reconnaissance de l'engagement des étrangers. Et si vous êtes allé au Panthéon, effectivement, à l'endroit où est inhumé Méliné et Missak Manouchian, il y a une plaque avec les 23 noms. Voilà. Et c'est ça l'essentiel. Le reste, effectivement, les utilisations mémorielles, c'est une fois par an. Mais c'est ce qui expliquait en partie que beaucoup militaient pour qu'il y ait les 23 noms, mais pas juste les 2. Voilà. Exactement. Moi, sont encore plus des centaines, des centaines. Moi, je trouve intéressant ce genre de débat. Bon, faut qu'il soit un peu plus popularisé, parce qu'il y a une recherche. Nous, on est des enfants d'immigrés algériens avec notre histoire. Par exemple, moi, c'est mon cas. Pour nous, bon, ben, c'est vrai, l'État algérien a toujours, pour eux, les communistes, parce que comme c'était un débat tout à l'heure, il y en a qui sont morts pour l'Algérie, il ne faut pas oublier. Il y a d'autres militants qui sont morts pour l'Algérie. Je connais même des Marocains qui sont morts pour l'Algérie, qui ont la carte FLN, par exemple, qui ont la carte reconnue par l'État algérien. Moi, j'avais été une copine qui avait son grand-père. Elle cherchait ses droits. On était allé jusqu'aux archives à Aix-en-Provence. Son nom n'apparaissait pas pour récupérer ses droits. Donc il y avait tout un problème aussi pour les enterrer. Il a été, je crois, il a eu un rôle, je ne sais plus quel niveau, mais il avait atteint un rôle au niveau de l'armée. Il avait fait la guerre de 14-18 plus celle de 42. Et moi, je pense qu'il y a, si on veut se réconcilier, parce qu'il faut aussi parler de réconciliation, entre tous les pays qui ont été colonisés par la France, puisqu'on est en France, hein, on pourrait parler d'autres pays, et il y a un gros travail à faire. C'est-à-dire que nous, le mal-être au niveau de nos jeunes, moi je me rappelle Groupe Marat, pourquoi on les soutenait, l'association des peinards d'Algérie progressistes, aussi on les soutient. Moi je soutiens aussi cette démarche, parce qu'en fait, pour être bien dans sa peau, pour être un citoyen par entière, il faut connaître aussi son histoire, et puis la vraie histoire, et ça nécessite des débats. Et je trouve que depuis quelques années, on ne le fait plus. Moi j'ai eu une période de ma vie dans les années 80, je suis assez d'accord avec toi, Kamel, c'est aussi les années de la marche d'égalité, il y avait une génération de jeunesse qui naissait. Donc c'était notre génération, on s'est battu pour ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'idée de réconciliation et remettre la vraie histoire, l'histoire au centre. Moi je suis assez d'accord aussi quand vous disiez tout à l'heure, parce qu'on a eu un film qui en parle, où l'armée d'Afrique avait, c'est vrai, c'était aussi bien les Algériens que les gens d'Afrique noire, etc., et qui avaient massacré, parce qu'ils voilà, ils avaient tué tout, massacré plein de villages en Algérie. Donc c'est vrai que le regard qu'ils ont, les Algériens, même nos parents, sur les tirailleurs, c'est partagé. Parce qu'il y a ceux, on sait très bien qu'il y a ceux qui sont engagés parce qu'ils crevaient de faim. Il en parle, le monsieur. Et il dit, moi, ça on le sait aussi. Il y a on sait qu'il y a des degrés d'engagement. Et après, il y a l'histoire des harkis, c'est autre chose aussi. Il y a des mélanges qui ont été faits, donc il faut peut-être... ce passage mémoire, c'est très important pour les gamins de Marseille. Et d'ailleurs, parce qu'on ne la connaît pas. Ils la connaissent encore moins que nous. Et j'ai vu l'expo de Kamel, moi j'étais vraiment impressionnée. Bon, la bande dessinée, je l'ai lue aussi, ce que tu me l'as offerte. Bon, c'est par les réseaux d'amis, hein. C'est pas neutre, il connaît l'histoire de la marche. Je pense qu'il y a quand même une mémoire aussi collective qui s'est construite depuis les années 80. Mais son expo est assez intéressante parce qu'il démontre qu'il y en a qui sont morts, qui ont été guillotinés, qui ont participé à la résistance en France. Il y avait des Polonais, des Algériens, de tout, et d'autres qui sont partis combattre pour la libération de leur pays. Donc ils sont rentrés dans les groupes de défense, d'indépendance pour leur pays. Donc c'est, je trouve, pertinent. Et moi, en tant chez lui, je me suis battue pour que son expo soit vraiment exposée dans un beau lieu à Marseille. Eh ben, l'écoute, il est difficile. Voilà. Je ne comprends pas quand autant les tirailleurs algériens ou marocains ou autres du Maghreb, on parle des tirailleurs sénégalais. J'ai l'impression que ça dérange, je ne sais pas, une reconnaissance de la part de la communauté franco-française. Il n'y a pas de cette reconnaissance pour le Maghreb. Voilà, il y a des choses qui m'échappent et je ne comprends pas, peut-être que vous avez des réponses,
Pourquoi il y a cette différence? Parce qu'il y a aussi l'islam, c'est vrai, les problèmes en tant que musulman. Je pense que c'est lié à ça aussi. La France, elle n'a pas tourné la page sur l'Algérie aussi. Et pourquoi les Maghrébins sont vus... pourquoi on n'est pas reconnu? Il y a un véritable problème de fond. Manoukian, le gros Manoukian, on les connaît. Je sais pas. Et dans l'expo, il en parle, Kamel. Il y a Manoukian, il est même niveau que certains, d'autres qui ont fait plus que lui, qui ne sont pas reconnus. Moi, déjà, je voulais te dire que les Sénégalais, ils étaient musulmans pour 90%. Non, je crois qu'il y a une reconnaissance de la France pour les Sénégalais, parce que les Sénégalais, pendant la guerre d'Algérie, c'est vrai que c'était les supplétifs. Hein. Oui, voilà, c'est très important de rappeler qu'il y a eu des troupes de supplétifs. C'était le cas de mon grand-père, par exemple, qui ont participé en fait à la conquête coloniale, qui ont été fondés dès le départ de la conquête coloniale. Mais les Marocains et Tunisiens ont refusé d'aller se battre en Algérie, hein, donc les Sénégalais ont accepté. Mais c'est vrai que si on reprend l'histoire des Algériens, les Algériens, avec la France, ont été colonisés le Maroc. Moi, j'ai les états de service de mon grand-père qui a été se battre et colonisé le Maroc. Donc c'est compliqué. Mais et les Marocains en Indochine, enfin, je veux dire, voilà. Ben, nous aussi. Ce que je voulais dire, c'est la réponse qu'il a faite. C'est vrai que c'est très compliqué. Moi, j'ai vu avec les autorités algériennes, ils ont du mal à un moment donné aussi de reconnaître que ces Algériens se sont battus pour la France, qu'ils étaient dans la résistance française, et ainsi de suite. Il y a que maintenant, tout doucement, qu'ils commencent à comprendre l'intérêt de dire, voilà. Mais je veux dire, c'est compliqué, mais c'est compliqué des deux côtés. Hein. Absolument. Peut-être une dernière intervention, si une personne souhaite... il est 20h passé. Je voulais juste dire que déjà, il n'y a pas que les Algériens et les Marocains, il y a les Tunisiens et les Sénégalais. On oublie souvent la Tunisie. Ouais. Par rapport à la dame qui est intervenue tout à l'heure... je suis pour l'universalisme, l'humanisme, sous couvert de... Voilà. Mais en attendant, comment dire, toutes les guerres ont été, dans les livres scolaires, on a bien nommé qui a sauvé, en attendant, c'est les Américains qui ont sauvé l'Europe, la France, machin. Madame a dit, oui, la moitié des, si j'ai bien compris, étaient des Européens et l'autre moitié, donc des gens d'Afrique en général. Et il faut traiter ça d'une manière humaniste et universaliste. Non, moi je dis que non, il faut nommer les choses clairement, à savoir dire, voilà, il y a eu tant de gens... qu'on a mobilisés, d'ailleurs, qui ne sont pas venus d'eux-mêmes, qu'on a mobilisés et qui sont morts, et les nommer, et les pays, et les noms, et, enfin, peut-être pas dans le livre d'histoire, mais d'où ils viennent, et combien sont morts, quoi, combien sont venus et morts. Et la troisième chose que je voulais dire, je ne sais plus... Bon, bah c'est pas grave, c'est ce que je voulais dire. Mais merci beaucoup. En fait, pour résumer, il faut que ce soit quand même dans les livres scolaires, très clairement. Voilà. Et pas... on nous parle... nous, on a vu pour notre fille, on nous parle du Japon, des États-Unis, de pays qui n'ont rien... enfin, le Japon, on n'a rien fait pour la France. Et par contre, l'Afrique du Nord et tout, enfin l'Afrique en général, ou l'Indochine, ou tout ça, ben, on n'en parle pas. Alors, c'est précisément le rôle des associations qui sont autour de la table. Vous l'avez compris. La troisième chose que je voulais dire, justement... Mais, pour finir, en fait, c'est la même chose, c'est que tout ce que vous faites à bas bruit, tout ce qui est fait à bas bruit est génial, c'est bien que ça existe, mais pour les générations, la nôtre, celles qui sont venues après, et celles d'aujourd'hui, les jeunes, ils ne pourront pas connaître l'histoire si on la leur raconte pas clairement. En fait, c'est ça que je veux dire. Eh bien, je vais même aller plus loin que vous. Je vais vous emboîter le pas parce que je pense même que le pire, c'est de découvrir cette histoire au hasard, par hasard, et de se dire qu'on est finalement, qu'on est issu d'une histoire confisquée, qu'on est spolié dans la reconnaissance de la participation de nos aïeux, etc. Je pense que c'est le pire scénario. Après, juste pour vous répondre, parce que je vais vous répondre un petit peu à partir de mon expérience,
c'est que il y a la question des bulletins officiels et des programmes scolaires qui doivent progresser pour une meilleure connaissance de l'histoire coloniale, parce que finalement, on parle d'histoire coloniale. Mais également, vous dire que les enseignants sont un peu démunis parce qu'ils n'ont pas été formés correctement sur ces contenus. Donc il y a aussi cette difficulté, souvent, mais c'est quelque chose qu'on rencontre régulièrement, de traiter de ces questions-là. Et on a aussi de superbes exemples sur le territoire. Je pense à un lycée professionnel à l'Estac récemment qui a fait en 7-8 panneaux le tour de la question des soldats coloniaux. Il y a tout le travail de l'ONAC-VG qui propose des expositions itinérantes gratuites. Donc voilà, il faut les solliciter pour accueillir ces expositions. Il y a le travail d'ancrage, il y a le travail du groupe Mara, il y a les auteurs, il y a les films aujourd'hui qui jouent un rôle considérable dans la transmission de ces mémoires. Et puis en 2025, Ancrage, le musée d'histoire et d'autres partenaires locaux vont restituer une recherche collaborative que nous menons depuis 5 ans, qui s'appelle Mars Imperium, qui est donc l'occasion de revenir sur les empreintes coloniales à Marseille. Et je vous invite à poursuivre, à vous connecter à nos différents sites et à nos différents réseaux sociaux pour vous tenir informés de ces éléments. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie tous de votre présence. Je voulais juste répondre à madame. J'ai un Tunisien qui est capitaine dans l'armée française, qui est dans les forces françaises intérieures. Et j'en ai des dizaines de Tunisiens. J'ai aussi récemment, dans le Val-Bonnet, dans le 38, fait graver le nom d'un Tunisien qui était dans la résistance française. Je ne les oublie pas. Très bien. Je voudrais juste, en réponse à madame, la part des soldats oubliés, c'était le titre de la table ronde. La libération de la Provence, elle est à part égale le rôle des armées alliées et de l'armée française. Il y a autant d'Américains que de soldats français. Au plus fort des combats en novembre 1944, il y a 500 000 soldats français, il y a 5 millions de soldats américains et 13 millions de soldats qui viennent de l'Union soviétique. C'est histoire de rappeler des proportions d'histoire, tout simplement. Et le paradoxe, finalement, la part des soldats oubliés, et je me souviens plusieurs fois de gens qui sont originaires d'Afrique du Nord, français d'Afrique du Nord, qui disent, en fait, les vrais oubliés, c'est nous. Voilà. Je voulais terminer là-dessus. Merci à tous, à bientôt. Au revoir.